Salut les loulous, alors on se retrouve pour parler des rayons X. Les rayons X, c'est tout ce qui va nous permettre de faire de l'imagerie, donc radiographie, scanner et tout ça, tout ça. Donc c'est un cours assez simple avec peu de QCM d'application de calcul, ce sera surtout de la réflexion par rapport à ce qui est proportionnel, inversement proportionnel. Quelles seront les conséquences d'un changement, par exemple si on change le courant de chauffage, qu'est-ce que ça induira comme changement par rapport aux rayons X. Donc c'est assez simple. Donc, en gros, les rayons X sont produits par un tube à rayons X. Ce tube à rayons X est composé de deux choses principalement, une cathode et une anode. La cathode, ce sera la partie du tube où le faisceau d'électrons va être généré. Donc, on va la mettre de ce côté-là, par exemple. Le faisceau d'électrons va traverser tout le tube et percuter l'anode qui sera donc en face. Ce sera un disque biseauté. Le biseauté, ça veut dire qu'elle ne sera pas ronde, elle aura un bord un peu incliné comme ça. Voilà. Donc, ce sera un cercle avec un bord incliné sur lequel le faisceau sera projeté après accélération dans le tube. Donc, les électrons sont accélérés dans le tube et sont projetés sur l'anode. Les rayons X seront donc produits à partir de cette anode, dû à l'interaction des électrons avec l'anode, et dirigés dans l'axe selon lequel on va faire la radio. Si on va faire une radio de face, on mettra le tube comme ça, et donc les rayons X devront être parallèles au tube, parce que si on met le tube comme ça et que les rayons vont comme ça, on ne s'en sortirait pas. Donc là, on va voir l'interaction des électrons avec la matière. L'interaction des électrons avec la matière peut se faire de deux façons, soit par collision, les électrons incidents vont interagir avec, avec les électrons de la matière, donc collision soit franche, on tape dans l'électron, soit interaction coulombienne, pourquoi? Parce que ce sont des particules chargées, ou alors par freinage. Là, les électrons incidents ont une interaction avec les noyaux de la matière. Dans les deux cas, les électrons incidents vont perdre de leur énergie, forcément, parce que si elles interagissent avec quelque chose, elles vont forcément céder de l'énergie, perdre de l'énergie, voire totalement la perdre. Et effectuer une interaction de type coulombienne. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, ce sera par exemple de deux électrons, donc ce sera une interaction moins-moins. Et avec le noyau, ce sera aussi une interaction, sauf que cette fois, ce sera moins plus. Donc dans les deux cas, il y aura une interaction de type coulombienne liée aux charges des composants. L'interaction entre deux particules chargées se passe quasiment toujours de la même manière. Peu importe, en fait, ça changera que si c'est négatif, positif. Mais en gros, vous avez une particule Q ici qui arrive avec une énergie cinétique T. Elle va dans la direction de V initiale. Là, sa direction initiale, c'est celle-ci. Sauf qu'elle va interagir avec Q' ici, une particule, peu importe qu'elle soit négative, positive. Là, on va voir que les deux particules vont s'éloigner. Donc, on peut considérer qu'elles sont de même signe, donc soit toutes les deux négatives, soit toutes les deux positives. Mais bon, peu importe. Donc, elles peuvent interagir sur une certaine distance. Là, par exemple, c'est la distance X. Au-delà d'une certaine distance, elles ne vont pas interagir entre elles. Là, elles le peuvent. Alors, du coup, elles vont s'influencer. Vous voyez que Q' va changer de direction et aller comme ceci avec une énergie cinétique grand Q. Elle va dévier d'un angle phi. C'est pas important, mais je vous explique vraiment tout le schéma, comme ça vous ne posez pas de questions. Et la particule initiale Q va elle aussi changer de direction avec une énergie cinétique P égale à T initiale moins Q. Pourquoi? Parce qu'elle va céder de son énergie par effet électrostatique, interaction coulombienne. Donc, T moins Q, pareil, changera de direction avec un angle θ. Voilà. Que ce soit par interaction coulombienne ou effet électrostatique, c'est pareil. Ce serait l'équivalent d'un choc physique. Si les deux électrons s'étaient percutés de plein fouet, ça aurait fait le même résultat. On aurait eu le même résultat. Ce serait la même chose. Donc là, on va voir un peu plus l'interaction électron-électron qu'on appelle par collision. Donc on a un électron incident avec une énergie cinétique T. On a un électron sur une couche électronique de l'atome. Enfin, en plus la couche, ça peut être comme on a vu tout à l'heure dans l'autre vidéo, WI, WJ, WH, donc K, L, M, peu importe. Si notre électron incident a une énergie inférieure à WI, l'énergie de liaison de notre électron, on aura un simple échauffement de la matière. Si notre l'énergie cinétique de l'électron incident
à une énergie supérieure ou égale, on aura une ionisation. Donc, jusque-là, c'est toujours pareil. Après, il y a le troisième cas. Je vérifie juste pour ne pas dire de bêtises. Voilà, si c'est égal, on aura une excitation. Donc, si c'est égal à WI, on aura une excitation. Là, on a l'interaction électron-noyau et non électron-électron. Je me suis trompé dans ma diapositive, c'est électron-noyau et non pas par collision, du coup, mais par freinage. Le titre n'est pas bon, faites attention, c'est interaction électron-noyau par freinage. Donc, vous avez votre électron incident qui arrive avec une énergie cinétique T. Il va passer à proximité du noyau en bleu. Donc, on a un électron chargé moins, un noyau chargé plus. Du coup, on va avoir une attraction. Bon, ça ne va pas y aller d'un coup, hein, ça reste des effets électrostatiques, donc il ne va pas non plus le percuter. Du coup, il va avoir une direction qu'on appelle tangentielle, c'est-à-dire qu'il va subir un ralentissement de sa vitesse initiale, de sa trajectoire initiale Vx. Vous voyez, il va plus vraiment aller de gauche à droite, il va surtout aller de haut en bas. Donc, on aura une accélération de Vy. Vous avez vu, au début, il allait beaucoup de gauche à droite. On le voit, c'était plus comme ça le mouvement que comme ça. Là, maintenant, très très peu de gauche à droite, mais beaucoup de haut en bas. Donc, on a une accélération en Vy et une décélération en Vx. Et ça fait que l'électron va changer de direction. Et pendant qu'il change de direction, il va émettre de l'énergie. Là, vous imaginez une voiture dans un virage qui freine au frein à main. Ça va faire du bruit, ça va émettre de l'énergie. Mais là, c'est pareil. On le force à changer de direction d'un coup, à ralentir, à accélérer dans un sens. Il va émettre de l'énergie. La production des rayons X. Donc, la production des rayons X se fait au niveau du tube à rayons X. Alors, ce tube est constitué d'une ensemble blindée, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un cercle. Enfin, un tube, pardon, circulaire, vide à l'intérieur, avec d'un côté une cathode qui va produire des électrons sous l'effet d'un courant électrique de chauffage, et de l'autre côté, une anode où vont se produire les interactions, on l'a vu tout à l'heure avec le disque biseauté et ainsi de suite. Entre les deux, c'est-à-dire à l'intérieur du tube, on va avoir une haute tension. Cette haute tension sera variable de 50 à 150 électrons, kilovolts. 50 à 150 kilovolts. C'est tout. Alors, on va voir plus en détail la cathode. La cathode, ce sera l'émetteur d'électrons. Elle sera composée d'un filament de tungstène, horrible à prononcer, dans lequel circule un courant de chauffage IC de 0,5 à 1 ampère. On retient directement. Courant de chauffage en ampères, pas en milliampères, en ampères. 0,5 à 1 ampère. C'est une question qui tombe toujours. Lorsqu'il est porté à incandescence, c'est-à-dire quand le courant de chauffage aura suffisamment chauffé ce filament, il va être à incandescence. Incandescence, c'est comme les ampoules à incandescence. Vous savez, c'est ce qui devient rouge-orange. Le petit filament qu'on voit dans les anciennes ampoules qui devient rouge-orange, c'est ça en fait. Enfin, ce n'est pas du tungstène, mais c'est l'effet d'incandescence, hein, parce que sinon on aurait des rayons X. Bon, voilà. Donc, lorsqu'il est porté à incandescence, il va, par un phénomène thermoélectronique, des électrons vont être arrachés à la cathode. Donc, des électrons vont être arrachés au filament. Ces électrons vont courir dans le tube sous forme de flux qu'on appellera le courant anodique. Pourquoi courant anodique? Parce que ce sera le courant qui va vers l'anode. On aurait pu dire courant cathodique vu qu'il est produit par la cathode, mais ouais. Ça aurait été plus logique en vrai, mais c'est le courant anodique. I en milliampères. Cette fois, c'est en milliampères. Tout à l'heure, c'était en ampères, maintenant, c'est en milliampères. Courant de chauffage ampères, courant anodique milliampères. L'anode, c'est la cible. Donc, c'est le lieu d'interaction des électrons avec la matière. Une fois que les électrons sont produits, ils vont venir interagir avec l'anode, soit par collision, soit par freinage. C'est ce qu'on a vu, soit une interaction électron avec les électrons de l'anode, soit électron avec les noyaux de l'anode.
La probabilité d'interaction dépendra du numéro atomique Z de la cible. Attention, on ne confond pas avec oh, pardon, le rendement WI qu'on a vu dans le cours d'avant, qui dépendait de la probabilité de fluorescence, probabilité d'OG. Ça n'a rien à voir. C'est à peu près le même principe, mais on ne confond pas tout, on fait des grandes distinctions. Donc, ces interactions vont provoquer au niveau de l'anode de la chaleur. Pourquoi? Parce que bon, des électrons qui vont arriver et qui vont percuter sans cesse l'anode, ça va finir par chauffer. Donc, pour éviter ça, pour éviter que les anodes soient complètement détruites par un rayon d'électrons, un faisceau d'électrons, parce que pour nous, c'est rien, un faisceau d'électrons accéléré dans un tube et tout ça, ça vous fait un trou dans une plaque de métal. Vous ne pensez pas, mais si, ça le fait. Donc, du coup, on va prendre un alliage avec un point de fusion élevé, donc qui résiste très très bien à la chaleur. De deux, l'anode, elle va tourner sans cesse très vite pour se refroidir. Et elle va être biseautée, c'est-à-dire qu'elle va avoir des bords un peu inclinés. Comme ça limitera les interactions et ça permettra de ne pas trop chauffer l'anode. Maintenant, on va arriver au spectre des rayons X. Donc, pour les spectres, on a deux composantes. On voit la composante bleue qui est continue. Cette composante est le fruit de l'interaction par freinage. Parce que on imagine le noyau, l'électron qui arrive, il subit le freinage et il émet tout le long. Donc, c'est continu. La composante de Ré, c'est dû aux ionisations, aux excitations, donc ce qu'on a vu dans le cours précédent. Voilà. Donc, composante de Ré, c'est surtout dû au réarrangement. Donc, là, c'est l'application pure et dure du cours d'avant. Alors, vous voyez ici que le spectre continu n'est pas total. Alors, en théorie, le spectre continu devrait avoir la forme d'un triangle, comme ceci, se continuer. Sauf que les rayons de faible intensité, les rayons X de faible intensité, ne sortiront jamais du tube. Ils seront absorbés par les parois. Donc, du coup, on a une modification du spectre continu qui prend cet aspect-là. Donc, on appelle ça le premier aspect, on l'appellerait théorique, et celui-là, c'est l'aspect réel. C'est à peu près tout pour l'instant. Ce que je ne vous ai pas fait la deuxième partie du cours, car c'est que des formules qui ne s'appliquent pas. Donc, du coup, il suffit de les apprendre et de retenir. Elles sont très simples. Hein. Par exemple, il y en a une, c'est case aide U. Et il suffit de retenir case aide U. Donc, si K augmente, ça augmente. C'est le rendement, ça. Donc, si K augmente, le rendement augmente. Si Z augmente, le rendement augmente. Si U augmente, le rendement augmente. Et ainsi de suite. Ah, une chose que j'ai oublié de vous dire qui est très intéressante, c'est qu'en bas, vous avez l'énergie. Par exemple, on voit que le rayon X le plus énergétique serait de 87 électronvolts, ici, kiloélectronvolts, pardon. Donc, on peut en déduire que la haute tension de ce tube était de 87 kV. Ce sera toujours égal. Numériquement égal. Attention, parce qu'on peut, des volts ne sont pas égales à des électronvolts, mais là, numériquement, ce sera toujours égal. Une haute tension de 90 kV, ça fera des rayons X d'énergie de 90 kV. Toujours. Donc voilà, c'est la fin de ce cours. Je suis désolé, c'est vraiment peu dense, mais voilà, le mieux c'est que vous assimiliez vraiment tout ça. Et le reste, ça rentre tout seul. Il y a vraiment rien d'autre à retenir. Quelques petites choses par-ci par-là, des petites définitions en soi dans le cours. Mais voilà. Bon, ben, bon courage à vous. Accrochez-vous et vous verrez, la BioPhy, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, mes deux cours là sont vraiment simples. C'est toujours la même chose. Donc, ne les embrassez pas.